Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que, vous savez, les Chinois ont un proverbe, puissent-ils vivre dans des moments intéressants. Ça n'arrive pas tous les jours que des phénomènes aussi fondamentaux que ceux-là arrivent à la porte des assemblées législatives, et là, on est dans un moment comme ça. Et c'est un phénomène puissant qui transforme les fondements de l'industrie. Et c'est une réalité, d'ailleurs, plus grande que le seul débat ici, là. Ce qu'on appelle l'économie du partage, le sharing economy, en passant, ça a toujours existé. Des rapports entre des individus qui fournissent et achètent des services, des biens, des ressources ou leur temps, ça a toujours eu lieu. Mais ça a toujours été limité par la disponibilité de l'information, l'accès à l'information ou encore de disposer d'une plateforme qui est conductrice de confiance, à la fois pour le contrat comme tel, l'échange de services et l'échange de la rétribution. Et c'est là où les nouvelles technologies viennent donner une ampleur exponentielle à un phénomène presque millénaire. Et c'est là où, juste pour prendre la mesure de l'importance de ce phénomène-là, PricewaterhouseCoopers a fait une analyse en 2015 de combien vaut le sharing economy. On est autour de 15 milliards de dollars. Les prévisions pour 2025, dans 10 ans, c'est 335 milliards de dollars. Alors, on est devant, pour ne pas se leurrer, ça dépasse les frontières de Montréal. On est devant un phénomène qui est à la fois planétaire et à la fois inéluctable. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de révolution du genre, ça crée ce qu'on appelle des perturbations. Ça perturbe l'environnement social, ça perturbe l'environnement économique, ça perturbe l'environnement politique. Et c'est un pattern classique, voire historique, où l'évolution des sociétés est toujours un peu plus rapide que les réglementations qui tentent de se coller sur leur comportement. Et je vais vous donner peut-être 2 ou 3 exemples. Les plus vieux ici se souviendront, en tout cas moi je m'en souviens, de l'époque où les entreprises disaient que les communications par courriel n'étaient pas sérieuses et qu'on ne pouvait pas envoyer des documents importants par courriel, il fallait référer au fax. Et on avait plein de règlements qui empêchaient ça. Même à la Ville de Montréal, jusqu'à tout récemment, pour déposer une réponse à un appel d'offres, il fallait le faire sur disquette. On a reconnu que la réglementation était maintenant dépassée et on l'a adaptée, on l'a modernisée. Jusqu'en 2007 au Québec, c'était interdit, défendu et puni d'avoir un écran visible par le chauffeur dans sa voiture. Levez la main ceux qui ont des lecteurs GPS dans votre voiture. Évidemment, c'est arrivé bien longtemps avant, puis on a reconnu que notre réglementation était dépassée, puis il fallait la moderniser. L'émergence des travailleurs autonomes est un autre phénomène avec lequel on a réalisé que toutes nos structures, que ce soit les structures d'emploi, de retraite, de contribution et de protection des lois du travail, étaient maintenant mal adaptées et il a fallu moderniser les législations et tous ceux qui ont été consultants ici savent exactement de quoi je parle. À chaque fois, il faut comprendre que le corollaire de l'innovation, c'est des perturbations qui rendent les réglementations désuètes, inadéquates et très souvent contraires à l'intérêt général. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui doit être notre réaction à ça? Et quelles sont les actions que nous, des législateurs responsables, devons poser? Évidemment, il y a 2 approches. Il y a le premier camp, qui est de nier le caractère inéluctable de la réalité. C'est un peu surprenant, même le premier ministre du Québec le disait de manière assez éloquente, il s'agit ici d'un phénomène de société irréversible. Mais si on choisit la voie de l'opposition, c'est la voie qui guide essentiellement à l'échec, qui est absolument pas viable, qui est extraordinairement inefficace et coûteux aussi. Et là-dessus, j'inviterai ceux qui pensent à s'opposer à cette motion-là à prendre en compte la mise en garde extraordinairement claire et très sévère du Bureau de la concurrence du Canada, qui a mis en garde les municipalités et les autres autorités gouvernementales à décider de choisir un et d'interdire l'autre. Alors, il reste l'autre camp, c'est celui de la modernité. C'est celui qui est guidé par l'intérêt général, qui, lui, est soutenu par 2 axes. Ce qui compte ici, c'est d'offrir à la population montréalaise plus de services et de meilleure qualité. Et de l'autre côté, d'offrir des garanties tant à ceux qui offrent ce service-là qu'au public, plus de sécurité. C'est ça qui doit nous guider ici. Et je veux, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans des dizaines de villes à travers le monde, on va nous en nommer quelques-unes, Chicago, San Francisco, Washington, Détroit, Houston, et ils s'en additionnent comme ça chaque semaine. Même chose au niveau des États. Et je veux faire une mise en garde ici à ceux qui pensent que cette motion-là serait presque une motion pour abdiquer le pouvoir régalien de l'État.
Bien au contraire. Il n'est pas question ici d'abdiquer les pouvoirs de l'État, mais de moderniser une législation, une réglementation qui est absolument désuète afin de jouer le plein rôle de l'État pour réglementer un phénomène qui est désirable. Et je vais vous donner, d'ailleurs, ça reprend les suggestions de celui qui nous a posé une question hier, M. Azy, je crois, pour le chauffeur, contrôler l'âge du chauffeur, contrôler son bilan de conduite avec des exigences très sévères, contrôler ses antécédents judiciaires, chose que nous ne faisions même pas jusqu'à récemment pour l'industrie du taxi traditionnel. Pour la voiture, l'âge de la voiture et l'état de la voiture. Les conditions, on peut tout à fait émettre des réglementations afin d'interdire ce qu'on appelle le pick-up sur rue au système de transport numérique qui doit fonctionner uniquement par réservation. Et je vous en donnerai quelques autres. On peut exiger, comme l'ont fait d'autres villes, des rapports trimestriels très exigeants, un partage des données. Imaginez la contribution phénoménale que ça pourrait avoir à nos études d'origine-destination. Ou encore, et ça existe à Seattle, quelque chose qu'on ne fait même pas ici, de demander, en échange de leur permettre d'opérer, une mini-redevance sur chacune des courses pour financer un fonds de l'accessibilité universelle. C'est le modèle que Seattle a choisi. Je trouve ça extraordinairement intéressant. Et c'est aussi la voie royale pour lutter à un phénomène qui est très, très problématique, qui est celui de l'évasion fiscale. Alors, si on s'ouvre à la modernité, on peut recueillir des avantages qui sont très présents. Si on décide d'interdire, c'est non seulement futile, mais on se prive de tous les avantages qui nous sont proposés ici. Malgré cela, je me rends compte qu'il y a une résistance au changement. Des vieux réflexes, paléolithiques, jurassiques, diraient certains. Et là, il faut être capable d'aller voir ailleurs sur ce qu'il fait et de trouver des leaders politiques qui sont capables à la fois de vision, de lucidité et d'assumer un leadership. À Toronto, par exemple, où il y a, semble-t-il, un ami du maire, qui est le maire John Tory, les fonctionnaires, au départ, étaient partis en guerre contre Uber et les compagnies du genre. Injonctions, bâton dans les roues, etc. Et le maire a déclaré, je vais vous le faire en français, « Ce genre de compagnies sont ici pour rester. Les autorités réglementaires, parlant des fonctionnaires comme des politiciens, doivent prendre en compte que le monde change et qu'il change pour le mieux et que la réglementation doit être modernisée en conséquence. » Ça, c'est le maire de Toronto. Ça, c'est du leadership politique dans un monde qui change et qui est capable de mettre l'accent sur les choses fondamentales pour l'intérêt général. Et ça, pour moi, ça devrait être l'exemple qui nous guide. Alors, essentiellement, je vous dirais que, si je vous laisse avec une pensée, il y a plus d'avantages à s'ouvrir à la modernité que de tenter futilement d'ériger des frontières et des murs pour protéger un statu quo qui, en passant, est loin d'être satisfaisant. Montréal, nous disons que c'est une ville d'innovation. Pour que ce soit vrai, il faut accepter que les innovations nous poussent dans les derniers retranchements, nous forcent à changer. M. Pérez disait que Churchill avait dit, et avec raison, pour être meilleur, il faut changer. Ça, c'est le test, ça, c'est l'exemple. Montréal doit avoir ce leadership-là, et si on veut être capable de réussir ça, la phrase clé, c'est « encadrer afin de mieux permettre ». Merci.